Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nous sommes très souvent, presque tout le temps, pris dans la tourmente de la vie ordinaire, obnubilés par des choses et d'autres, bien souvent insignifiantes, si nous pouvions les évaluer à leur juste mesure. Oui, nous gaspillons, c'est le terme qui convient parfaitement, nous gaspillons notre vie tout entière, si l'on accepte ces moments magiques de la première enfance, dans des gesticulations, des divagations, des attitudes qui n'ont pas de sens, qui sont inutiles, qui sont futiles, voire tout à fait absurdes, y compris pour nous-mêmes. La vanité, la fatuité, la colère irraisonnée, la haine débridée, la voracité, le paraître, l'étalage imbécile de ce que nous croyons être des richesses, la rivalité forcenée, cette aspiration irrépressible à devancer les autres ou à les écraser et dont on nous a fait croire que c'est là un sentiment noble qui nous pousse à nous surpasser, à aller de l'avant. Et une infinité d'autres sentiments, tous ravageurs, tous mauvais, nous habitent jusqu'à nos tréfonds et dictent notre conduite, notre façon d'être, notre identité profonde, parce qu'ils nous ont été inoculés, parce que nous nous en sommes imprégnés depuis tout petit et que bien souvent, nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes squattés, malgré nous, par des perceptions dont nous ne mesurons même pas qu'elles brouillent nos intuitions de la vraie vie, telle qu'elle devrait être vécue, telle qu'elle devrait s'exprimer, telle qu'elle devrait exulter. Nous sommes tous ainsi, plus ou moins infectés, hormis quelques très rares exceptions. Un peu comme si nous marchions à côté de nous-mêmes, dans une sorte de cauchemar éveillé. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous manifestons, jusqu'à nos relations avec les êtres qui nous sont les plus chers, jusqu'à dans nos rituels religieux, tout ce que nous entreprenons et tout ce que nous manifestons échappe à notre vraie volonté, à notre sensitivité. Le sens a déserté nos actions, nos sentiments, et jusqu'à l'expression de nos plus profondes motivations. Nos passions ne sont plus que des flambées passagères, quand elles ne sont pas des pulsions mauvaises. Le mensonge est devenu le seul et unique vecteur de nos professions de foi, de nos engagements, de nos discours. Le mensonge et l'hypocrisie ne sont plus reprochés à quiconque. Ils ne sont plus rédhibitoires avec ce qui se prétend être de la vérité et de la sincérité. Bien au contraire, ils sont devenus la clé de voûte de notre existence, de nos sociétés et de nos rapports les uns avec les autres. Le mensonge et l'hypocrisie trônent sur les frontons de nos institutions et sur le croissant de nos minarets. Et nous sommes ainsi à transmettre ou à recevoir la haine ou la tromperie, sans état d'âme, sans même ressentir que ce que nous affirmons, ce que nous absorbons, goulûment, est fallacieux, controuvé, fantasque, fourbe ou calomnieux. Nos discours, comme les désirs glauques qui nous habitent, bouillonnent d'exécration. La haine virulente qui circule abondamment dans tous nos rapports et jusque dans nos solidarités étriquées a fait de nous des sociétés où il ne fait pas bon vivre,
où même l'espoir n'est que ressentiment, soif de vengeance. Nous avons été gorgés de rancœur, pétris de mystification, jusqu'à ne plus pouvoir générer que de la rancœur et de la mystification. Jusqu'à l'expression de nos identités ou de nos idéaux qui ne sont plus pour nous que des vecteurs d'animosité, des vomis de rage. Nous ne savons plus ce que vivre veut dire. Nous ne savons plus savourer l'instant présent, ni parler vrai, ni aimer vrai. Nous ne sommes plus que des plaies infectées et purulentes. Nous n'avons plus de vie spirituelle qui puisse se passer seulement de ces rituels alambiqués. Nous n'avons plus de rapport sain avec nos semblables. Et même quand nous sommes animés des plus belles intentions, nos paroles et nos gestes n'en finissent plus de les démentir et de les contredire. Nous avons perdu le sens des choses de la vie, la capacité au bonheur, aux joies simples de la vie, à une saine réflexion, à la concentration sur l'instant que nous vivons, à l'appréhension de l'essentiel, au point où nous ne voyons plus la vie qu'à travers des filtres, des prismes déformants. C'est pour cela, je crois, que le régime parvient à manipuler le hirak, à le contraindre, à le réprimer, à le dénaturer, à le dévoyer. Nous nous sommes tous longtemps posé la question de savoir comment un régime aussi illégitime, aussi exécré, aussi contesté, et qui n'a plus les moyens de ses méthodes, puisqu'il ne sait que corrompre, a pu ainsi résister à un mouvement de contestation aussi puissant, aussi dense, aussi légitime, aussi spontané. Un régime qui a pu ainsi se maintenir à la tête du pays, voire imposer sa volonté, des élections unanimement rejetées, et de se livrer à une répression aussi dure, sans pour autant pousser à la réflexion. C'est tout simplement, je crois, parce qu'une telle synergie contestatrice, contestataire, animée d'une si formidable aspiration au meilleur, ne peut se suffire à elle-même et renverser un tel système que si elle est simultanément habitée d'une âme et d'une détermination intelligente. Nous avons besoin d'être ce que nous rêvons d'être, en commençant par une révolution sur nous-mêmes. Nous devons en finir avec l'irrésistible animosité contre cet omniprésent autre qui infecte notre imaginaire de la même manière que nous devons lever le nez du guidon, regarder nos horizons et ne plus nous laisser infecter par cette haine tenace qui nous a été inséminée. Le hirak ne doit plus être cette sympathique récréation, cette convivialité qui certes a été pour nous une incontournable thérapie collective après une si longue maladie. Le hirak attend de devenir ce pourquoi il est né, de nos tréfonds et de nos espoirs, une révolution tranquille, une révolution humaine qui nous rassemble et qui nous transcende.
Le Hirak entre répression et propagande. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et comme chaque lundi, j'ai le plaisir de recevoir mes amis. Idir Ounouren, analyste politique. Idir, merci d'être là. Bonsoir, M. Benchenouf. Merci pour votre invitation. Merci. Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être là. Bonsoir, merci, c'est Jamal. Merci. Bonsoir à Idir, qui est là, comme toujours, fidèle. Et merci aussi à Karim, qui vous a rejoint. Karim Naïtou Slimane, militant politique. Karim, merci d'être là aussi. Merci Jamaldine, bonsoir. Bonsoir aux invités, aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Merci. Alors, mes chers amis, il y a beaucoup de sujets en fait. Nous allons parler surtout du Hirak, un peu à bâton rompu. Je vous fais confiance pour en discuter entre vous. Mais nous parlerons aussi d'autres sujets, comme celui de la libération donc, des Algériens qui sont à l'étranger, qui peuvent enfin rentrer chez eux. Mais à quel prix d'abord et à quelles conditions, puisque ça vient de tomber. On a décidé que tous les Algériens qui rentrent chez eux doivent rester, même s'ils ont un test négatif, il faut arriver à Alger, ou à Annaba, ou à Constantine, doivent rester 5 jours à l'hôtel, à leurs frais. Alors imaginez des gens qui partent en famille et pour une semaine seulement, ils devront passer 5 jours à l'hôtel. Et il n'y a pas que ça aussi. Nous parlerons aussi des enseignantes qui ont subi un outrage très difficile à prononcer seulement, dans le silence, j'allais dire la connivence quasi générale, alors qu'un tel crime commis n'importe où ailleurs, dans n'importe quelle république moyennement honorable, aurait provoqué une clameur et des démissions en chaîne et tout. Nous parlerons aussi des réactions de la société civile à ce qui s'est passé durant le Hirak, des réactions pas toujours offusquées, bien au contraire. Beaucoup de gens pensent que c'était bien de réfréner un peu le Hirak de façon aussi vigoureuse. Et donc, voilà, à votre avis, par quoi nous allons commencer, le Hirak? On laisse Karim commencer. Vas-y. Oui, on peut faire déjà une première... on commence par le sujet le plus grave, qui est celui de l'agression lâche des enseignantes. Crime horrible qui nous rappelle vraiment les moments les plus sombres de notre histoire et l'histoire sociale, je veux dire, c'est-à-dire avec cet acharnement contre des femmes isolées, des enseignantes et puis surtout le silence complice de leur tutelle jusqu'au plus haut niveau. Donc c'est vraiment, ça montre à quel point... Même la société civile d'une façon générale. Les réactions ont été très timides, très même des syndicats, il n'y a pas eu beaucoup de solidarité qui s'est exprimée. Peut-être qu'il faut rappeler un peu les faits. Ce sont 9 enseignantes qui étaient dans un logement de fonction à Bourj Beji Oukhtar. Là où personne ne veut aller, elles sont venues d'ailleurs pour aller enseigner aux enfants de ces régions, qui sont livrés à eux-mêmes, et un logement de fonction qui n'était pas gardé. Et donc elles ont reçu la visite on dit entre 4 et 8 ravisseurs, qui ont pris tout leur temps, qui n'ont pas été inquiétés de la plus petite façon. Et ces enseignantes, non seulement elles ont été toutes violées en présence d'un nourrisson, mais en plus, il y en a 2 qui ont été poignardées parce qu'elles ont voulu résister. Je vous laisse poursuivre. C'est l'horreur absolue. C'est une affaire d'État. Parce que c'est des fonctionnaires, des enseignantes. Or, l'État qui était censé de les protéger les a laissés complètement tomber. Cela veut tout simplement dire que le sud de l'Algérie, à l'exception de l'exploitation de ses richesses, est laissé dans une zone de non-droit. Surtout à un moment où ce même État dont vous parlez déploie une présence absolument outrancière en termes de répression de manifestations possibles, pacifiques. C'est cela qui fait où le bas blesse d'ailleurs. Ces enseignantes ont été vraisemblablement aussi contraintes
d'enseigner là où elles enseignent, ou alors elles ont choisi volontairement d'aller dans cette région tout à fait reculée du pays, déserte, etc. Donc c'est une région dont on sait pertinemment qu'elle a besoin d'être sécurisée, de sécurité. Or, c'est à ce moment-là que l'État, dont elles dépendent professionnellement, les a complètement lâchées pour permettre à je ne sais pas qui, j'allais dire des voyous. Oui. Cela peut être aussi une manipulation, et cela s'est passé avant la guerre livrée au peuple dans les années 90, l'affaire de Ghomar. C'est quand même, ça a commencé aussi par là. C'est des gens qui ont attaqué des femmes, une famille, sous prétexte qu'elles étaient ce qu'elles étaient, entre guillemets, ou ce qu'elles n'étaient pas, pour provoquer plus tard des violences plus larges. Ouais, concernant ça, c'est un drame absolu. La société civile est silencieuse. Je n'ai pas vu beaucoup d'avocats se déplacer, parce que c'est aussi important d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique. C'est très important. Au-delà du fait que Brahim parle de l'affaire de Ghomar, elle était plus connue quand ça a été l'attaque de la caserne à l'époque, surtout. Mais ce phénomène-là est un phénomène d'abord qui est une atteinte aux droits de l'homme. C'est un acte qui doit amener j'allais dire les gens qui ont commis cet acte-là directement au pénal, mais il y a une silence même de la tutelle, je n'ai pas écouté, il ne me semble pas avoir lu un communiqué de syndicat. Il n'y a même pas eu, je ne sais même pas si ces dames, ces jeunes femmes, ces mères de famille... si les syndicats quand même autonomes, oui. Mais sinon les personnalités ne se sont pas déplacées, ni le chef d'Aira, ni le wali, ni le ministre, ni le président. Personne ne s'est déplacé sur les lieux. Je ne sais pas, juste là, si tu me permets, que je voulais dire, je n'ai pas dit, c'est que ces personnes, ces dames-là, n'ont pas, jusqu'à maintenant, à ma connaissance, été prises en charge sur le plan psychologique. C'est ce que j'allais dire, c'est ce dont je passe. Mais il y a un sujet que j'aimerais vous entendre discuter, c'est cette attitude de la personne violée chez nous. À part Naqesh qui a un peu ouvert la porte et qui a ouvert la porte à certaines confessions, j'allais dire, jusque-là, les Algériens violés, hommes ou femmes, ne parlaient pas de ça. Parce que dans notre perception sociale, c'est plus dégradant d'être violé que de violer. La personne violée est d'autant plus blâmable, j'allais dire, que le violeur. Je crois que ce n'est pas exceptionnel à notre culture ou à notre pays. Je crois que c'est dans tous les pays du monde. Je ne pense pas, c'est vrai. Moi, en France, par exemple, les personnes violées, elles s'expriment en plein. C'est très récent. C'est très récent. C'est très récent, à un siècle près. Non, pas du tout. Non. C'est vraiment ces 2 dernières décennies. Ces 2 dernières décennies. Même en France, le viol était courant, en tout cas se faisait, mais aussi bien les femmes que les enfants ne disaient pas. Vous prenez par exemple dans certains établissements scolaires, des viols se commettaient et les enfants ne parlaient pas. C'est l'omerta. C'est totalement. Même les familles, vous prenez par exemple le cas qui a été révélé récemment par un livre s'agissant du fils de Bernard Kouchner. Oui. Aujourd'hui, cet homme-là est un homme adulte, etc. Oui. Mais toute la famille savait et on avait caché l'omerta familiale déjà. En effet. C'est un secret de famille. C'est vous dire que toutes les sociétés sont... D'autant que chez nous, c'est le tabou des tabous. Pas seulement parce que c'est un viol, parce que ça relève de la sexualité, ça relève de... Surtout quand c'est un homme qui a été violé, ça devient quasiment un tabou. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans cette affaire-là, c'est inimaginable ce qui arrive. Et il faut pointer, mais alors véritablement pointer la défaillance de l'État et des services. Ça, c'est fondamental. Et comme l'a dit Brahim tout à l'heure, est-ce qu'elles ont été prises en charge? Quel va être leur sort? Comment vont-elles se reconstruire? Alors là, les syndicats doivent être présents. Et ça, c'est un. Et de deux, est-ce que déjà, elles se sont constituées partie civile dans cette affaire, les avocats doivent bouger, c'est toutes ces questions qui auraient dû être une grande nation, c'est ces automatismes-là qui se font immédiatement.
Bien sûr. Et ça ne se fait pas. Par contre, nos services sont très prompts à embastiller et à mettre plein de gens dans les fourgons pour un post Facebook. Et puis surtout, ce qui manque pour cette machine d'État qui a été complètement prise à défaut, hein, carrément sur cette affaire, c'est que non seulement il y a l'absence totale donc, de la prise en charge, moi je n'ai pas eu vent aussi d'une certaine prise en charge. Je pense que même elles n'ont même pas été évacuées parce que dans les récits que j'ai lus, apparemment elles ont dû fuir par leur propre Adrar, elles ont été envoyées à Adrar et en quelque sorte pour les cacher, les soustraire à la curiosité. Et peut-être même aux médias. Hein. Aux médias, oui. Et ce qui manque, et c'est là où c'est une affaire d'État, je suis tout à fait d'accord avec vous, et d'une gravité politique extrême, c'est qu'il n'y a pas la tutelle, les responsables de l'État, non seulement ils n'ont pas bougé comme il faut pour la prise en charge, mais surtout ils n'ont pas présenté de mesures pour empêcher que cela se reproduise. Et d'ailleurs, quelques jours après, il y en a eu d'autres à Beskala. Il y a eu un autre cas à Beskala. Oui. Et moi, je pense que c'est des choses qui vont encore se répéter. Alors que normalement, avec un État qui fonctionnerait normalement, on aurait déjà, au moins sur cette affaire-là, on aurait eu le ministre qui se déplace sur place. Ça, c'est vraiment le minimum. Et puis, les responsables locaux. Et surtout un plan d'action. Une action judiciaire. Une action judiciaire. Le chef de l'État qui s'exprime. Le chef de l'État qui devrait s'exprimer. C'est énorme. Un plan d'action pour empêcher que ce cas ne se reproduise. Cela n'a pas été fait. Mais encore, c'est encore révélateur d'autre chose. Cet État qui est propice à réprimer et qui se targue de suivre les militants, même sur Facebook, même sur YouTube, même sur les réseaux sociaux, qui se targue de détenir la liste de tous les activistes dans le pays, même les plus petits, même les plus inconnus, n'arrive pas à protéger ses fonctionnaires. Parce que ça, c'est un bon point à signaler. Il s'agit quand même de fonctionnaires de l'État. Donc normalement, leur sécurité, surtout quand ça se fait dans des endroits aussi isolés que Borj Badji Mortar, normalement, elle relèverait de l'État. Oui. Surtout que qui aujourd'hui, parmi les instituteurs ou les institutrices, vont aller dans ces régions-là, dans ces confins sahariens. Et dans des conditions pareilles. Et donc, c'est pareil. C'est ça le problème, c'est que c'est des enfants qui ne peuvent pas aller dans le Nord, qui vont être privés d'enseignants. Les enfants vont être victimes de cette affaire. Voilà. Mais Nazia vient de me dire à l'oreillette que le ministre s'était déplacé, mais que c'était blackout ordre de blackout donné à la presse, pour éviter justement de mettre sur le tapis cette histoire de viol. Ils veulent occulter, tout simplement. Alors, je m'excuse. Avant d'aller au Hirak, l'histoire du Hirak, qui est notre sujet principal, nous allons essayer de parler de Strasbourg. Qu'est-ce qui s'est passé à Strasbourg, Karim? Strasbourg, hier, c'était un magnifique rassemblement et marche. Donc, moi, de la diaspora venant d'un peu partout. Voilà, ils se sont déplacés un peu partout, donc de toutes les villes européennes. Il y avait une grande délégation d'ici, de Paris, mais aussi de toutes les villes européennes. Donc c'était, d'après ce que j'ai vu, parce que personnellement, je n'ai pas pu me déplacer, mais j'ai vu qu'il y avait autour, les gens à qui j'ai demandé me disaient autour de plus de 1000 personnes. Donc 1000, 2000 personnes sur une ville qui n'a pas l'habitude d'accueillir ce genre de manifestation. Donc c'était quand même une présence forte, réussite totale pour cet événement. Et surtout, ça montre la détermination de la diaspora pour garder allumer cette flamme du Hirak, et surtout ça annonce la grande mobilisation qui va venir par la suite pour la semaine prochaine, 29 à Genève, donc pour laquelle... Et la marche du 6. Et la marche du 6 après. Tout à fait. Et il y a d'autres actions, parce qu'il y a d'autres amis qui sont en train de préparer autre chose. Donc ça veut dire que le Hirak de la diaspora se porte bien, se porte très bien, et il va encore se renforcer. Sûr, parce que nous allons voir quelques images tout à l'heure concernant le MAC, qui viennent après ces histoires de double rupture, etc., nous démontrer que ça ne marche pas aussi bien que vous le dites. Mais nous allons voir. Déjà, le MAC, en tant que mouvement, je parle sous la surveillance de Daïdir, je ne pense pas que le MAC soit engagé dans le Hirak. Pas du tout. Non. Il n'a pas été engagé dans le Hirak, ni au début, ni maintenant. Après, après, pour cet événement qui s'est passé hier à Stalingrad, ça tombe bien parce que j'ai été aussi. Donc, je peux apporter peut-être mon témoignage. Évidemment. Très bien. Mais sinon, d'abord sur Strasbourg et sur l'autre
manifestation qui doit avoir lieu la semaine prochaine, le 29, donc à Genève. Hein, sous le slogan tous à Genève, donc pareil. Et qui vont venir de partout. De toutes les villes européennes, je ne vous cache pas, ça annonce une énorme mobilisation. Sur ça, sur Strasbourg et Genève. Strasbourg, j'ai pas eu le plaisir de et voir. J'ai vu quelques diaspora images. d'une façon générale. Oui, en tout cas, c'est toute action qui concourt et qui vise à réunir l'ensemble des militants et l'ensemble des citoyens, des Algériens qui résident à l'étranger, est une bonne chose. C'est une excellente chose. Je pense qu'il y a eu des prises de parole, mais je n'ai pas écouté. Donc moi, l'essentiel, c'est que cette marche-là, ce sit-in-là, a été observé, qu'il y a eu beaucoup de monde, Karim l'a vu, il y a eu beaucoup de monde, et c'est ça l'essentiel, il faut être très très positif. Bien sûr, j'ai suivi un petit peu, c'est vrai qu'il y avait un monde assez appréciable, une mobilisation. Beaucoup de gens sont partis de Paris, qui sont venus de partout, on dit qu'ils sont venus de Belgique, de Luxembourg, etc. etc. Donc il y a la communauté algérienne d'Italie, etc. La communauté algérienne s'est rassemblée là. Ce qui est important pour moi, c'est que la voix, je vais dire cette fois-ci Hirak, la voix du Hirak a été entendue. Pourquoi vous dites la voix du Hirak? D'habitude, vous dites la voix de la révolution. Et bien justement, je vais dire pour une fois, je vais dire la voix du Hirak. Et pourquoi? Parce qu'on l'emploie souvent et ça se passe à Strasbourg. Hein, la révolution se fait à Alger et dans toutes les villes algériennes. C'est de la discrimination. Et pas à Strasbourg. Donc c'est belle évolution. Donc c'est un Hirak. Mais ce qui est important pour moi, et cela m'a été dit, c'est que ceux qui étaient en face, c'est-à-dire le Parlement européen, a entendu. Oui. Donc c'est extrêmement important parce que eux, les manifestants ou nos compatriotes ont vu peut-être c'était pourtant un dimanche. Oui, peut-être des administratifs ou des politiques, mais ils se sont regardés les uns les autres. Très très bien. Donc c'est important. Alors, d'abord, puisque nous sommes dans la diaspora, avant d'aller à cette histoire de place Stalingrad, d'abord, cette curieuse instruction qui vient de tomber du Premier ministère qui impose donc un confinement dans un hôtel 5 jours, même si vous avez un test négatif. C'est pour tout le monde, c'est systématique. C'est pas par exemple pour les personnes qui laissent penser qu'elles auraient peut-être malgré le test qui présente certains signes. Non, non, tout le monde doit aller. Alors la question c'est d'abord pour des familles par exemple qui partent à plusieurs et pour une semaine seulement, rester 5 jours à l'hôtel. Deuxièmement pour les capacités hôtelières d'Algérie. Tout le monde sait que maintenant en temps normaux, les gens trouvent difficilement de la place dans un hôtel. Il y a trop peu d'hôtels dans ce pays et des conditions, ils sont absolument atroces pour la plupart des hôtels en Algérie. Alors imposer à autant de gens, il va y avoir au moins des dizaines de milliers d'Algériens qui vont se déplacer, qui attendaient depuis longtemps la possibilité d'y aller. Qu'est-ce que vous pensez de cette très curieuse mesure? Je pense qu'il ouvre les frontières pour les fermer. Parce que c'est dissuasif ce qu'il fait. C'est peut-être pour dissuader les gens d'y aller? Forcément. Moi, le premier, je n'irai pas. Si on me retient, si je partais pour une semaine, on me retient 5 jours, je n'irai pas. Ensuite, dans les conditions dans lesquelles les gens vont partir payer en plus l'hôtellerie de leur poche, et comme vous dites, c'est une famille de 6-7 personnes, c'est quand même dissuader les gens. C'est une atteinte à la liberté aussi. Et en plus. C'est une atteinte à la liberté, d'autant que... Aucun pays au monde, à notre connaissance, ne... Certains pays l'ont fait. Ah bon? Oui. Avant, mais c'est plus le cas maintenant. Non, c'est plus le cas. D'accord. Ceux qui vivent en France et qui ont eu la chance de se faire vacciner, donc il y a ça, les PCR négatifs, de moins de 72 heures ou même de 36 heures, ça peut se concevoir. La quarantaine à la limite. Mais qui va choisir pour vous l'hôtel dans lequel vous serez mis en quarantaine? Pour les gens qui veulent assumer cette quarantaine. Vous imaginez l'organisation qu'il faut? Absolument. Ça veut dire que c'est les autorités qui devront accompagner les personnes pour qu'elles ne se perdent pas en cours de route de l'aéroport à l'hôtel. Imaginez un peu la logistique. Tout à fait. Alors, moi, je me dis que c'est une procédure... C'est de la résidence surveillée. Quasiment. Par-delà, juste pour terminer, au-delà du fait que d'abord c'est contraignant, c'est une atteinte à la liberté, non pas à la liberté de choisir tel hôtel ou tel hôtel, d'abord. Le mode
qui va choisir le déplacement? Comment vous allez vous déplacer? Est-ce que ce sera des bus qui seront affectés direction cet hôtel pour l'ensemble des gens ou pas? Il y a des gens qui font une escale à Alger, qui veulent aller sur Oran. Il y a plein de contraintes comme ça. Donc le problème d'organisation se pose de manière très précise et de manière, je dirais, comment dire ça, de manière pressante, quoi. Et moi, je pense qu'au niveau de l'organisation, quand on n'arrive pas à avoir des protocoles déjà préétablis pour des états de crise, je me demande que ça va... Pour moi, c'est de la dissuasion. On veut absolument dissuader les gens. Ils ont trouvé le truc pour dissuader les gens d'y aller. Et puis surtout, déjà, restons un peu terre à terre, parce que ça reste quand même important, c'est à quel tarif? Déjà, à l'annonce de l'ouverture des frontières aériennes, donc moi, je me suis amusé avec des amis à voir les prix des billets. 1800 €. C'est incroyable. Non. C'est incroyable. Ça tourne, moi, j'ai vu que ça tournait autour de 600, 800. Par personne. Aller simple ou aller-retour? Il y en a parfois aller, il y en a aller-retour. J'aimerais que Nazian nous vérifie les tarifs. Déjà, les tarifs sont dissuasifs, eux-mêmes, oui, prohibitifs. déjà. Donc on a que les tarifs déjà sont dissuasifs. Ouais. Et en plus, aller dans un hôtel pour une famille, par exemple, de 4-5 personnes, à quel tarif? C'est 2 chambres, c'est minimum. Attendez, Karim, non seulement les tarifs, mais vous ne laissez pas le choix. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, ces tarifs-là, moi je préfère Air Tunis, c'est 200 €. Je pars à Tunis et je rentre par les frontières terrestres. » On lui a dit « Non, 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 les frontières terrestres sont fermées, au Maroc comme en Tunisie. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer. » Le Maroc, c'est clair. Voilà. Ce que je dis à la diaspora, je vais leur dire, on l'a déjà dit et répété. Elle me confirme, c'est à 750, 800 €. Aller-retour? En moyenne, c'est 800 €. Voilà. C'est intenable pour des familles. Déjà, avant, c'était cher. Par personne, hein, par 700 à 800 € par personne. Oui, c'est énorme. C'est 16 millions de centimes algériens. Oui, c'est énorme. Sans c'est compter énorme. les frais annexes, sans compter, c'est une catastrophe. Non, c'est énorme. Donc, nous l'avons déjà dit, ça c'est le résultat d'un système qui est un non-système, qui ne fonctionne pas. Par exemple, côté organisation. C'est mission impossible. Tout à fait. Il ne faut pas être un as du management ou de l'organisation pour comprendre quel est ce diable qui va gérer cette affaire-là. Non mais sérieux. Mais Karim, le SMIC en Algérie de 30 000 dinars. 18 000. 18 000. Non, oui, c'est pas ça, 20 000. 20 000, d'accord, 20 000. Ça veut dire si le billet est à peu près de 16 millions. C'est ça? Oui. 800 €, c'est 16 millions. Oui, ça, globalement. Ça veut dire le billet d'avion, c'est combien de fois le SMIC? 8 fois. 8 fois. 8 fois le SMIC, 7 à 8 fois le SMIC. Oui, 8 fois. Pour voyager aller-retour. C'est juste hallucinant. Pour ça veut une dire personne. Mais c'est pas Pour une hallucinant. personne. Une personne. Non, c'est pas hallucinant dans la logique du système, parce qu'en fait, ce système, il ne faut pas le prendre avec une logique externe à lui. Il faut le prendre avec une logique interne à lui. Pour ce système, et c'est pour ça que les Algériens doivent se mobiliser pour le changer, sinon ça ne changera rien, 20 000 dinars pour ce système, elle est très bien. Pourquoi? Et c'est cohérent, parce que pour ceux qui ont conçu ce système, l'Algérien ne doit pas acheter de billets d'avion. Il n'est pas fait pour voyager. Les 20 000 dinars sont faits, on l'a déjà dit sur ce plateau, elles sont faites pour le lait subventionné, la baguette de pain subventionnée, un peu de pommes de terre et d'huile. Ça veut dire ceux qui ont le SMIC, c'est à peine s'ils peuvent se permettre du lait, de la patate et payer un peu le loyer, payer un peu l'eau, ça s'arrête là. Et c'est ça l'Algérie de ce système. Ça C'est dépend ça du nombre l'Algérien. d'enfants. Ça n'a pas été En fait. plus. Ouais, le SMIC, ça n'a pas été calculé pour que l'Algérien puisse se cultiver, puisse manger bien, puisse s'offrir des biens matériels, puisse voyager, des loisirs. Ça n'a pas été étudié. Et c'est pour ça que pour la diaspora maintenant, moi ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas perdre de temps à calculer les prix, les meilleurs prix, où est-ce on pourrait faire la bonne affaire en allant sur Internet, grappiller 5 € par là, 10 €. Non, il faut se mobiliser massivement parce que la question, elle est politique derrière. C'est la décision, c'est politique. Ces questions-là sont des questions politiques. Ce système doit changer. Sinon, si vous vous souvenez, je l'avais déjà dit sur ce plateau et vous m'avez dit que vous exagérez. Peut-être je vous avais parlé, je vous ai dit que les frontières vont réouvrir, la circulation va revenir à la normale vers 2025-2027. Vous m'avez dit, Karim, vous exagérez. On y est. Voilà, on vous ouvre maintenant. Mais dans quelles conditions? On vous ouvre dans le même temps, comme l'a dit Ibrahim aussi, qu'on vous dissuade d'y aller. On met tout pour vous dissuader. L'hôtel, le prix de l'avion, les embêtements. Qui va partir Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les prix affichés par Air Algérie
vont booster Air France, vont booster même les compagnies low cost qui vont s'aligner sur le prix d'Air Algérie à 10% près. Au lieu que ce soit 800, ils vont mettre les Et puis billets la à demande 750. sera tellement forte que vous ne trouverez voilà. pas d'avion, Entre de autres, billets. oui, C'est pas entre possible. autres, tout à fait. Mais par cette mesure-là, Air Algérie participe à renflouer les caisses des autres compagnies étrangères. Alors, nous allons d'abord voir, pour cette histoire de diaspora que vous avez décrite de façon idéale, nous allons voir cette image de cette scène qui s'est déroulée hier à Stalingrad et nous allons en parler. Voilà. Les Algériens, ils ont envie de nous écraser. Voilà. Ils veulent nous écraser. Voilà, c'est un terroriste. Ils veulent nous écraser avec son drapeau algérien. Il a voulu tuer un terroriste. Voilà un terroriste qui fonce avec son camion. Voilà. Alors, qui peut nous faire un bref historique? Je rappelle que ce que vous avez vu, les policiers ont tiré sur les pneus, sur les roues de la voiture pour l'immobiliser et pour pouvoir procéder à l'arrestation de... vous y étiez, Karim? Pour la première vidéo, non. Pour la deuxième, oui. La première vidéo, donc, ça s'est passé le matin apparemment. Donc, Est-ce qu'ils ont vraiment tiré? Vous confirmez? Je ne sais pas. Parce que c'est ce qu'on m'a dit, moi je n'étais pas présent. Moi, pour ça, je peux rien confirmer. Donc apparemment, ça c'est en fin de matinée que ça s'est passé. Il y aurait eu des échauffourées entre des militants donc, du MAC et des militants d'un collectif qui est actif dans le Hirak. Je pense que c'était sur l'installation des banderoles. L'emplacement. L'emplacement. Les gens du MAC ont revendiqué cet emplacement comme étant le leur et ont demandé aux gens du Hirak de Tahar Sisri, je crois, de partir, de leur laisser la place. Et une échauffourée s'en est alors que les deux avaient l'autorisation pour être sur l'endroit, sur les lieux. Donc, tous les deux. Sur la place. Sur la place, oui. Sur la place. Voilà, donc... donc il y aurait eu cette échauffourée entre eux et ça a fini par donc, le type qui prend son fourgon. Moi, de ce qu'on m'a dit, donc, je ne cherche à rien justifier, j'essaye de dire ce qu'on me dit. Hein, donc, ce que j'ai entendu. Donc apparemment, il les aurait menacés avec son camion. Il n'a pas vraiment foncé sur la foule. Hein. Il a fait, il a tourné en rond. Aux images, il a vraiment foncé. Hein. On ne l'a pas vu foncer dans le tas, comme on dit. Sur une vidéo, je l'ai vu foncer. Foncer de manière brutale. On va revoir les images un petit moment pour être sûr de... Ah oui, tout à fait. Les images que j'ai vues, par ailleurs. On va voir. Voilà, il démarre là. Voilà. Mais vous voyez, il est en train de tourner. Il n'y a pas vraiment de monde. Hein, voilà. L'image est complète là. Hein. Voilà. Voilà. Les Algériens, ils ont envie de nous écraser. Le Hirak condamne tout acte de violence. Oui. Tout acte de violence. Donc, ça, c'est clair. Après, pour l'ambiance générale, je dirais qu'il ne faut pas aussi dramatiser plus que ça. Il y a l'enquête qui va suivre par la suite. Je pense que les militants du MAC ont déposé plainte, je crois, ou ils ont l'intention de le faire. Ça, je ne suis pas au courant. Ça, je ne sais pas. Non plus. Mais en tout cas, il y aura les éléments de l'enquête par la suite. Voilà, que dire de plus? Nous condamnons la violence, d'où qu'elle émane. D'où qu'elle émane. Absolument. Nous condamnons la violence. Tout ce qui est violent n'appartient pas au Hirak, sort de l'esprit du Hirak. Y compris violence verbale, quand on écoute le commentateur qui parle d'Algériens qui veulent nous tuer. Tout à fait. Tout à fait. Donc, toute forme de violence, nous la condamnons et nous rappelons tout le monde au devoir de rester dans l'esprit de la Selmiya. Je pense que même
Le Hirak, bien sûr, on l'affirme depuis des années maintenant. Et je pense que même le président du MAC, ayant entendu ce qu'il a dit récemment lorsque son mouvement a été qualifié comme mouvement terroriste, il a affirmé que toute leur action, tout leur militantisme est basé sur la lutte pacifique. Donc, eux aussi ne se revendiquent pas d'un mouvement violent. Tout à fait. Donc je pense que... On n'a pas connaissance de quelque action violente qui soit de la part du MAC, pour dire les choses comme elles sont. Tout à fait. Même dans leur historiographie, dans leur déclaration de presse et dans... Moi, ce que j'ai un point, par contre, j'aimerais vraiment le signaler fort, c'est que moi, j'appelle vraiment tous les militants à sortir de cet affrontement qui a été nourri par le système. La violence, elle n'est pas justifiée ni à l'égard du MAC, ni à l'égard des islamistes, ni à l'égard des arabistes, baptistes, ni à l'égard des berbéristes, ni à l'égard de n'importe quel Algérien, même lorsqu'il se revendique comme étant un séparatiste. C'est des questions politiques qui doivent se régler sur la scène politique avec des arguments politiques. Mais ça nous a été inséminé. Mais absolument, c'est ce que je dis. Ça nous a été inséminé. Et donc, pour cette... Ça a fait l'objet, dans votre édito, vous avez tout absolument. Ouais. Absolument. Et donc, l'un des enjeux maintenant, même pour les militants du MAC ou pour les militants du Hirak, pour les militants de tous les autres mouvements qui se sentent lésés ou qui ont été lésés dans le passé de l'Algérie, l'un des enjeux, c'est justement de gagner sur le terrain politique et sortir de cet héritage de la violence qui, à chaque fois, sert le même système, qui lui-même nourrit les violences, les attise parce qu'ils lui rendent toujours service. Donc, la question du MAC, la question de Rachad, la question je le dis, des ba'athistes, de tous les mouvements, des gauchistes, des nationalistes, ce sont des questions politique. N'ayons pas peur de la politique, faisons de la politique. Même lorsque nous sommes diamétralement et frontalement opposés les uns aux autres. Mais restons sur le terrain politique. Pour moi, la démocratie, c'est cela. La démocratie, c'est régler les conflictualités ou les conflits par la voie pacifique. C'est ça, la démocratie. Moi, j'ai peut-être eu des informations un peu, parce qu'on m'avait dit que la personne qui était au volant n'appartenait pas au MAC. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Ils ont pensé contre les militants du MAC. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Oui. C'est ce qu'on m'a dit. Oui. C'est ce qu'on m'a dit. Mais quand je vois Cécile, par exemple, parce que quelqu'un m'a appelé pour me dire que tu pouvais appeler Cécile pour donner sa version. Oui. Je lui dis que je le dirai. Oui. Donc je le dis directement. C'est à vous de Oui, décider c'est un membre du groupe de, c'est-à-dire l'un des meilleurs organisateurs et des plus visibles du Hirak parisien, qui a occupé cette place. Et les gens du MAC lui ont demandé de déguerpir, c'était leur place. C'est à partir de là que ça commence. Cette version-là, on me l'a donnée. Mais c'était sur le chauffeur, sur celui qui était au volant. C'est quelqu'un qui n'appartenait pas au MAC. Non. D'accord. Mais alors, Voilà. si on peut recontextualiser, pour les gens du MAC, même les propos, quand ils le disent, c'est des terroristes qui sont venus nous tuer, c'est dans leur discours, c'est dans leur manière d'être. Ils vous disent, je n'ai pas algérien. C'est un mouvement indépendantiste. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Deuxièmement, le MAC n'a jamais été dans le Hirak à part la dizaine de dimanches, du moins à Paris. Où manifestait-il? À Stalingrad, tout le temps. Et c'est vrai, Ibrahim, tu as tout à fait raison, les animateurs du MAC et les militants du MAC, les indépendantistes kabyles, donc, ont dit au collectif en question, c'est notre endroit, on est là depuis près d'un an, donc voilà. Au début, ça allait, mais je pense qu'il y a eu une espèce de... Vous savez comment ça se passe à ce moment-là? Il y a une espèce de montée d'adrénaline des uns et des autres. Par contre, ce qu'a fait le militant dans le fourgon, c'est un acte de violence, il faut le condamner. Tout à fait. Mais alors Sans de manière réserve. claire. Ah oui, sans réserve. Bien sûr. Parce que c'est vrai que c'est des problèmes politiques. Nous avons, et justement, combien de fois je l'ai dit sur le plateau, il faut qu'on arrête de mettre la poussière sous le tapis. Brahim l'a très bien dit aussi, je rebondis sur ce qu'il a dit, il faut qu'on apprenne à vivre non pas simplement avec nos désaccords, mais avec nos conflictualités. Absolument. Et seule la voie politique, la voie de la sagesse, démocratique, je dirais même pas démocratique, la voie politique déjà, qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne à parler, qu'on apprenne à débattre, et tout trouve une solution.
Ça prendra du temps, mais c'est la seule méthode. Deux choses par rapport à ce qui vient d'être dit par mon ami Idir. Moi, on m'a dit que la personne n'avait pas l'intention de blesser ou de tuer ou de commettre un acte violent, répréhensible, voire criminel. D'autre part, on m'a dit aussi qu'il y a eu une réaction parce que les militants du MAC ont arraché, enlevé les banderoles et enlevé le drapeau national. Jeter le drapeau national. Et ça a fait une réaction un peu épidermique. Et la personne qui était au volant, d'après ce que l'on m'a dit, c'est qu'elle avait peur parce qu'elle a été poursuivie, parce que c'est elle qui était intervenue, semble-t-il, pour dire aux gens du MAC pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé le drapeau algérien. Et il avait peur aussi d'être tabassé, et il a pris sa voiture pour sortir, pour quitter les lieux. Voilà la version qui m'a été donnée à moi. Maintenant, sur le chef d'inculpation. Ça, Brahim Younsi, très franchement, ça ne se voit pas sur les images. Oui, mais sur les images, il n'a pas pris la voiture pour sortir, à l'évidence. Voilà. Moi, je dirais qu'il n'a pas voulu foncer sur le tas, mais il a voulu faire peur, menacer, ça se voit. Je répète ce qu'on m'a dit. Ouais. Je répète ce qu'on m'a dit. dit. Oui, mais les images nous disent aussi. Oui, ce qu'on m'a dit. En tout cas, pour le chef d'inculpation, s'il est juste, d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas tentative d'assassinat ou de crime, etc. Oui. Mais mise en danger de personnes, la vie d'autrui. Oui. Alors, je m'excuse, nous allons faire un dernier tour de micro avant d'aborder notre sujet principal sur le Hirak. Sur ces questions dont vous parlez si bien, dont j'ai parlé dans l'édito, que nous sommes en train d'évoquer, de violence, de haine, comment faire pour nous débarrasser de cette infection, de cette véritable infection? Nous sommes devenus comme ça, nous produisons de la haine, y compris dans nos rapports avec nos propres familles. Comment faire pour essayer de nous en sortir? Le Hirak a été une tentative de thérapie, mais encore. Si je peux me permettre juste de revenir à ce qui a été dit par Idir et par Karim, c'est qu'effectivement, même lorsqu'il s'agit de séparatisme, d'indépendantisme, etc., il y a des Algériens qui demandent l'indépendance. Oui. Il se trouve que ce sont des Kabyles, ça aurait pu être d'autres. Dans le Sud, oui, absolument. Il y a eu plusieurs tentatives. Même dans le Nord, oui, absolument. Dans le Nord, c'est une question effectivement éminemment politique. Il faut la poser. Il y a absolument, il faut la poser. L'armée de libération du Sud. Oui, absolument. Il faut la poser. C'est des questions politiques. Il faut répondre politiquement à cette question-là. Tout à fait. Donc la solution, c'est quoi? Et le Hirak, on va en parler tout à l'heure. Le Hirak a déjà commencé un début j'aime pas dire thérapie. Catharsis. C'est un catharsis, voilà, si on peut parler de cette manière, mais je pense que c'est un début de solution. Parce que moi, j'aime pas tous les termes psychanalytiques. Comme j'aime pas la psychanalyse en général, donc j'évite généralement. Si Jamal l'a dit tout à l'heure, c'est la convivialité. Oui, réapprendre à vivre ensemble. Moi, je pense que c'est le politique. Moi, je vous cache pas, par exemple, un jour, et d'ailleurs, j'espère que ce gentil monsieur nous regarde. Donc, je buvais un café quelque part dans le 95 et j'étais. Donc un des cadres du MAC m'a abordé, donc il m'avait reconnu comme étant un activiste Hirak, donc il était venu, il m'a dit est-ce qu'on peut échanger un petit peu, donc je lui ai dit oui avec plaisir, il s'est identifié comme étant un des cadres du MAC, et donc on a échangé, ça a duré 1 heure ou 1 heure et demie. Et après, on s'est quitté dans une ambiance bon enfant. Après, politiquement, on n'était pas d'accord sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de diagnostics, sur des questions de diagnostic, on était d'accord. Sur les solutions à apporter, on était en différence totale, en désaccord total. Par contre, à la fin, on s'est serré la main, on a parlé. Donc, c'est ça la politique. Et donc, à un certain moment, la solution, c'est quoi? C'est même pas la politique, c'est le politique, au sens le plus noble du terme. C'est-à-dire ce débat dans la cité, qu'il soit... Parce que le système, qu'est-ce qu'il est en train de produire? Et on le verra tout à l'heure quand on voit, par exemple, je ne sais pas ce qu'on peut parler déjà de Kamel Daoud ou de oui, ce on va genre en de parler discours. quand on parlera du Hirak. Oui, c'est le système qui a fait justement cette chose-là, qui interdit le politique. Parce que le politique, c'est quoi? C'est justement, c'est la conflictualité dans la cité. C'est l'affrontement. Comment la gérer? Comment la gérer?
Alors que le système, il produit un discours qui empêche, par exemple, il exclut carrément les islamistes de l'espace public de la parole. D'autres excluent les berbéristes. D'autres excluent les arabisants bathistes. D'autres excluent les indépendantistes séparatistes. Donc c'est un système d'exclusion qui permet toujours qui au ne système peut servir que le système. Absolument. Alors que la révolution est inclusive. C'est ça. Oui, alors que la révolution est inclusive. Mais au-delà ça va du être une politique révolution. dont nous parle Karim, au-delà de cette vision politique des choses, il y a autre chose. Il y a ce que nous portons en nous, que nous exprimons à travers notre façon de parler, notre façon d'être. C'est comme si nous avions macéré dans la haine. Je sais que ça vient de loin, de très loin, parce que ce genre de choses, j'imagine que ça doit se transmettre dans les gènes. Nous avons été très longtemps colonisés, opprimés, nos rapports sociaux sont détestables, notre vision de la vie est absolument réfractaire à l'idée même du bonheur. Comment faire pour essayer de je ne sais pas, de se guérir de tout ça. Il faut absolument reconstruire le pays. C'est une double révolution qui nous attend. Je ne parlerai même pas de révolution culturelle. Hein. Les gens me taxeraient de berbériste, que j'assume d'ailleurs. Oui, non, mais c'est une révolution culturelle. Ce que je veux dire par là, c'est que... On va en parler. Ce que je veux dire, c'est que la transition en elle-même, elle peut nous aider déjà à d'abord d'apprendre à devenir citoyen. Parce que c'est autour de la citoyenneté que tout va se jouer. Chose que personne ne nous a apprise, au contraire. C'est vrai. Ça, c'est la responsabilité, ça veut dire... La citoyenneté, c'est la responsabilité, c'est les libertés individuelles et collectives, c'est le rapport à la cité, c'est le rapport à l'autre, c'est cette espèce d'altérité. Ça, c'est important. Et lorsque les jeunes militants politiques comme Karim arriveront à j'espère, le plus tôt sera le mieux, à moindre coût, évidemment, on parlera du Hirak après, il leur reviendra à eux de quoi faire deux choses. C'est comment structurer le champ sociétal et le champ politique. Parce que les deux choses, c'est ces deux piliers-là, et je parle sous l'autorité de Brahim, c'est comment structurer le champ sociétal, d'abord le champ politique, le champ sociétal, et accepter les conflictualités. Il faut qu'on les accepte. Oui. Il faut qu'on les accepte. Mais il faudra se débarrasser de tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire une nation, pour moi, et je le dis et je le répète à longueur de temps, elle se construit sur des valeurs, dont la citoyenneté, et il n'y a jamais d'idéologie dans la nation. Tout à fait. Point. Voilà. J'ai terminé. Parce que je nous sommes me suis permis de donner la parole, excusez-moi, monsieur Benchino. C'est un coup d'État. Merci. C'est un putsch. Pour moi, et vous l'avez dit dans votre édito, c'était merveilleux. Oui. Qui était très bon d'ailleurs. Merci. C'est que cette révolution a ouvert la porte de l'avenir. Le champ des possibles. Le champ des possibles, absolument. Et la porte de l'avenir, comme dirait d'ailleurs Illich, et elle était en voie de libérer l'avenir. Et elle a créé en tout cas, et moi je reviens sur le terme de convivialité que vous avez utilisé et que j'ai noté moi-même, c'est qu'elle a créé de la convivialité. Elle a créé de la convivialité, mais la convivialité ne suffit pas à elle toute seule. Donc elle devait aussi créer de la cohésion. Et de la cohésion par la productivité, comme je reprends le terme d'Ivan Illich, mais pas dans le sens économique du terme, mais comme la capacité de produire du lien. Et tout le problème est dans le lien, me semble-t-il. Quel est le lien? Qu'est-ce qui nous unit? Ider vient de parler de la nation, et en effet, la nation doit être recomposée. J'allais presque dire réinstituée. Rééquilibrée. Oui, évidemment. Ça part de ça. C'est parce qu'il y a un déséquilibre qu'on a ce genre de souci. Évidemment. Donc c'est la question du lien. La question du lien se pose de façon cruciale. Et c'est autour du lien que cette révolution doit se construire, et la preuve en est, avec ce qui s'est passé à Place Stalingrad. On a vu le lien, permettez-moi de le dire de la façon de Djemal-Din Afghani, le lien indéfectible, me semble-t-il, que l'on a entreaperçu à chaque fois qu'il y a eu ce type de rassemblement, et singulièrement hier à Strasbourg.
On a entreaperçu ce lien quasi indéfectible. Brahim se livre là un petit peu en faisant référence à Djemeldine Afrani. J'en dis pas plus. Le grand réformiste. Alors, nous allons arriver à ce sujet du Hirak. Je vous demanderai, mes chers amis, de briser tous les tabous, de parler, franchement, de ce que nous parlons quand on est entre nous, en privé, et dont nous nous abstenons très, très sérieusement de parler, parce qu'on a tous peur de décourager le Hirak. On a ça dans l'esprit. On se dit, si je dis les choses, je risque d'être contre-productif. Moi, je crois que c'est le contraire. Il faut que nous allions au charbon de la vérité et que nous disions les choses telles qu'elles sont pour pouvoir conjurer ce qui est en train de casser le Hirak, en fait. Alors, d'abord, nous allons parler de cette répression absolument atroce du vendredi passé. Et je rappelle que demain, c'est mardi. Nous allons voir si... Nous allons parler entre nous pour voir si ce régime va encore reproduire ce qu'il a fait vendredi passé. Comment en est-il arrivé, lui qui a tenu tant de temps, depuis 2 années, pour ne pas aller à une telle répression, même s'il n'a pas manqué d'imagination. En la matière, s'il a incarcéré, s'il a frappé, s'il a fait violer les gens. Mais là, cette répression, on parle de 900 personnes arrêtées en une seule journée. On parle du déploiement de tous les effectifs de police et on leur aurait même adjoint des militaires de l'active, hein, pas des appelés, qui ont endossé l'uniforme de police pour pouvoir, dans le même moment où les territoires du Sud, comme là où s'est passé le viol, ont été totalement livrés à eux-mêmes. Alors, à votre avis, cette répression, à quoi c'est dû? Pourquoi le régime est allé jusqu'à cette... Moi, je vais essayer de paramétrer les choses et laisser ensuite Brahim et Karim, disons, développer. Ça a commencé lors du communiqué du HCS du mois d'avril, oui, où tout a été dit. Donc là, le dispositif était mis en place. Ensuite, on dans a ce eu... communiqué où le MAC et Rachad ont été évoqués sans avoir été classés comme mouvement terroriste. C'est important, ouais, parce que le timing est important. Absolument. Ensuite, on a eu le fameux éditorial d'El Jaish qui était guerrier, qui était belliqueux, qui était du 5, 6, 7 mai. Oui. Ensuite, il y a eu le Haut Comité, le Haut Conseil à la sécurité, qui, indépendamment du fait qu'il a abordé quelques questions, a déclaré que Rachad et le MAC étaient des organisations terroristes. Il n'a pas déclaré, il a décidé. Oui, il a décidé. Ouais. D'ailleurs, je tiens à dire, je ne suis pas constitutionnaliste, mais j'aimerais que les juristes se penchent sur la question, parce que moi, ça m'interpelle. L'organe du HCS est un organe consultatif, il n'est pas un organe délibérant, il n'est pas habilité à qualifier. Je pense que c'est la justice qui doit le faire, ou à la limite sur un rapport donné, sur des faits donnés. En plus, la qualification des deux organisations, le MAC et Rachad, c'est à consommation interne, ça c'est un. Et de deux, ils n'ont aucune chance, mais vraiment aucune chance de les qualifier comme ça sur la scène internationale. Donc voilà en gros. Donc c'est fort de tout ça que la répression, mais ils ont évidemment, il faut à tout prix, je pense que, est-ce que c'est la ligne dure de l'état-major qui a pris le pas? Parce que moi j'ai toujours dit que le chef d'état-major n'avait pas fait ce que j'appelle moi la synthèse pour les méthodes, parce qu'il y a beaucoup d'agents de la police politique qui disent « Ah, il faut peut-être un gouvernement de transition. Ah, il faut peut-être reculer les législatives. Ah, bon, dans la doxa populaire, ça commence à fonctionner. Est-ce que c'est la ligne dure qui a pris le pas? J'en sais rien. Mais je sais une chose, c'est que c'est encore une fois de fausses solutions. On a un vrai problème. Il faut à tout prix qu'il y ait des signes d'ouverture. Moi, je dis, avec ce comportement, avec cette répression sauvage, indifférenciée, hein, ça il faut le dire, indifférenciée complètement. Je le répète encore une fois, je l'avais dit d'ailleurs il y a 8 jours ou 10 jours, la solution politique s'éloigne. Elle s'éloigne. Et c'est ça ma crainte. Et c'est pour ça que j'aimerais que tu refleurisses l'esprit du Hirak. Si tu veux... Je suis d'accord avec ce paramétrage général qu'a posé Daïdir. Et je dirais, sauf sur le dernier point, parce que
Moi, je ne vois pas la solution politique s'éloigne parce que ça dépend de la définition qu'on va donner à la solution politique et je vais te donner par la suite ma vision pour cette question-là. Je pense que c'est vrai. Un truc, la solution politique, l'ouverture politique s'éloigne. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Le Hirak, en termes de masse critique, en termes de leader, en termes de tout ça, il faut qu'il passe à la phase adulte, comme je dis souvent, qui cristallise maintenant véritablement une alternative Parce que sur ce sérieuse. point-là, je pense que la solution politique devient maintenant une nécessité. C'est par là que Oui, non, entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Non, je voulais te dire la solution politique s'éloigne parce qu'il n'y a pas de signe d'ouverture. Ouais. Donc, sans ça, c'est l'affrontement. Ouais, parce que le régime est passé tout simplement de la politique donc d'accompagnement, de canalisation donc du Hirak, qui était un Hirak, vers quelque chose qui marque sa nature, un acte qui marque sa nature et qui est l'acte symbolique de faire barrage. C'est le régime actuellement, tout État militaire qu'il est, avec toute sa nature sécuritaire, fait barrage maintenant aux aspirations des Algériens. C'est-à-dire, parce que le vendredi dernier, le Hirak n'est pas terminé. Il a été empêché. Les marches ont été empêchées. Donc il y a ce régime qui a fait barrage à cette volonté populaire. Une volonté dynamique d'empêcher. Voilà. Oui, ça, c'est important ce que tu dis. C'est dynamique. Ouais. Donc, vis-à-vis de ça, on se retrouve dans une situation qui devait arriver. C'est pour ça que, personnellement, à un certain moment, je qualifiais que timidement le Hirak de révolution. Je disais que c'était Hirak, parce que il était autorisé, quelque part, d'une manière latente, on va dire. Il était permis, en tout cas. Toléré, et les révolutions, elles sont ni permises, ni tolérées. Elles sont radicales. Et donc, à un certain moment, ce Hirak qui a été toléré, maintenant, comme il est empêché, va se transformer politiquement en acte révolutionnaire. Non pas parce qu'il va changer de nature pour aller vers une nature violente, pas du tout. Le Hirak, vous allez voir, il va rester pacifique et plus pacifique qu'avant même. Mais l'un des enjeux qui va se faire maintenant, c'est cette mise à l'épreuve de la nature de ce mouvement. Est-ce réellement, il va devenir un véritable mouvement révolutionnaire et qui va imposer toutes sortes de compromis aux acteurs du Hirak? C'est ça ce qui va faire. Est-ce qu'il va être un mouvement révolutionnaire ou c'est juste des contestations politiques? Parce que jusqu'à présent, et il faut le dire, l'un des gros problèmes que nous avons eu dans ce Hirak, c'était une certaine crispation. Je dirais ça, une certaine crispation, une certaine hésitation à aller vers quelque chose qui a été réclamé par la rue, qui était par exemple une feuille de route commune, qui était un texte sur les fondamentaux, sur les principes de la citoyenneté, quelque chose qui donnerait un acte, mais dans le sens d'écrit, un acte écrit politique, un pacte républicain réel, écrit entre les différents acteurs du Hirak. Ça n'a pas encore été fait. Je pense que maintenant, le Hirak va être mis à l'épreuve. Et les slogans, par exemple, un de ces piliers qui est, je pense que c'est Mia, c'est acquis, mais l'autre pilier qui est Khawa Khawa. Est-ce qu'on va lui donner un sens politique ou pas? C'est-à-dire, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, les islamistes, ce qu'on appelle les gauchistes, les libéraux, toutes les tendances idéologiques, les laïcs, toutes les tendances idéologiques qui sont incluses dans ce mouvement doivent revoir d'abord leur positionnement au sein de ce mouvement. Et c'est un enjeu révolutionnaire, parce que dans une révolution, elle se fait sur un sens d'union sacrée, sans même les petits commentaires, parce que ce qui a empêché jusqu'à présent cette union de se réaliser, à mon avis, c'était les commentaires des uns et des autres. Le fait, par exemple, de qualifier une certaine partie d'Algériens d'islamistes obscurantistes, ça posait problème à un certain moment. Le fait de qualifier certaines parties d'Algériens impliqués dans le Hirak d'éradicateurs extrémistes, ça posait problème à un certain moment. Ça empêchait une véritable communication politique entre les différents acteurs. Parce qu'on n'a pas exorcisé les années. Justement, je me permets de vous interrompre. Je me permets de vous interrompre parce que vous dites tellement intéressant, vous avez mis le doigt sur là où il faut. Là où il faut. Et nous allons écouter un monsieur qui, par ses engagements, par ses écrits, par ses attitudes,
est devenu très contre-productif pour le Hirak, ou du moins d'une certaine vision du Hirak. Vous allez l'entendre faire feu de tout bois, justement, sur ce qu'est en train de nous dire Karim, et que ce que disent beaucoup d'intellectuels, comme Qadi Ihsan, qui pensent que nous ne devons pas laisser ce régime nous diviser, enfoncer un coin dans notre union, dans notre cohésion. Écoutez bien, monsieur Kamal Daoud. Juste un petit mot d'actualité. Vous dites que vous êtes favorable aux élections législatives. Oui, pour moi, j'ai beaucoup réfléchi sur la question. Et je suis algérien qui a vécu l'expérience des années 90. Le boycott, l'abstention, ça a toujours fait le jeu des radicaux et des islamistes. Que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, même aux États-Unis, ce qui a fait élire Trump, c'est l'abstention. Ce n'est pas la participation. Donc laisser l'espace vide pour d'autres, moi, ça m'inquiète énormément. Et nous allons passer à notre point. J'ai quelques nuances avec mon ami Karim. Des nuances. D'abord, ce que vous avez appelé jusqu'à maintenant le Hirak, pour moi, dès le 16 février, c'était une révolution. Et une révolution d'abord des concepts, une révolution des mentalités. Les mentalités algériennes, pour moi, ont totalement changé et les révolutions des mentalités sont plus lentes et plus longues à se faire. Ce n'est pas simplement dans le renversement d'un pouvoir en place, d'un ordre établi. Et le pouvoir n'a pas toléré cette révolution. Il a essayé de l'amadouer parce qu'il fallait faire tomber le grand chef, Bouteflika, etc. Ils ont réussi à faire tomber ce qu'ils appellent jusqu'à aujourd'hui la Isaba, alors que tous y appartenaient et y appartiennent encore aujourd'hui. C'est véritablement une révolution que le pouvoir n'a pas tolérée. Pourquoi le pouvoir agit? Et le titre le dit bien. La répression, et la semaine dernière, nous avons parlé de polémos, de guerre qu'il est en train de mener, et il la montre. Et il a même fait habiller des soldats en policiers. Et il va sortir le bleu et le kaki plus souvent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les instants décisifs. Nous approchons aux instants décisifs. C'est la raison pour laquelle il passe à une vitesse supérieure. La révolution, elle, continue de marcher. Elle marche, elle a un but et elle a une méthode, me semble-t-il. On fera les critiques après, si vous voulez. Mais elle a un but et une méthode. La méthode, on le sait tous, c'est son pacifisme et son but, nous le connaissons tous. Et il ne faut pas non plus se départir de la destination malgré la méthode. C'est l'on se départit de la destination, s'écarter de la destination, la révolution ne peut pas atteindre son but. Oui, oui, c'est ce que j'appelle la destination. C'est ce que j'appelle la destination. Le but serait perdu de vue. Et le pouvoir, en dehors du fait qu'il est dans la contre-révolution, et là on peut parler de la contre-révolution, me semble-t-il, parce qu'il n'a plus de repli. Il n'a plus de repli politique. Qu'est-ce qu'il peut proposer politiquement? À part ce qu'il appelle les élections du 12 juin. Il n'a plus de profondeur politique, il n'a plus de solution politique. La solution politique, entre guillemets, pour lui, c'est de remettre les institutions en place à travers les élections du 12-12. Passez-moi le mot, c'est un mot qui appartient à la Grèce ancienne. Il veut absolument imposer ce que les Grecs anciens appelaient les nomothètes. C'est ceux qui font la loi. Il veut absolument placer ces nomothètes. Et on les voit. L'Algérie n'a jamais connu un tel... Vous voulez dire, il veut installer une façade qui lui convient, parce que... Bien sûr, mais ils vont... S'il voulait réellement installer ceux qui font les lois, qui soient vraiment représentatifs, tout le monde aurait dit oui. Non, bien sûr qu'ils ne seront pas représentatifs, mais ça sera néanmoins
des producteurs de textes, des producteurs de lois. Ça rentre dans le cadre du partage du pouvoir, ce que vous dites, monsieur Je me permets de vous interrompre parce qu'il ne reste plus de temps. Il y a 2 sujets très très importants et nous devons aller très vite. D'abord, demain, c'est le mardi des étudiants. Si je peux dire un mot sur votre invité surprise, Kamel Daoud. Oui. Bon, Kamel Daoud, il faut le ramener à son discours de colonne. De janvier, de la Saint-Sylvestre. Que nous serions des violeurs potentiels et quasi instinctifs. C'est des viols fantasmés par lui. Voilà. Le désavoué, lui, complètement. L'image barbare qu'il donnait de l'Algérie pour le plaisir, le grand plaisir de ses lecteurs occidentaux avec une mentalité orientaliste. Le Hirak l'a désavoué, lui, dans toute son œuvre, il a présenté la société algérienne comme une société profondément violente. Ça. Le Hirak a montré que la société algérienne est une société profondément civilisée, pacifique, et que c'est le régime qui est violent. Et c'est une grande différence. Il reste. Est-ce que je peux prendre 30 secondes pour dire quelque chose, pour dire en 2 mots ce que je voulais dire tout à l'heure? Tant qu'il y a des gens dont la révolution, le Hirak ne deviendra pas une révolution. Tant qu'il y a des gens à l'intérieur de ce mouvement qui ont peur de Ali Belhadj, ou de Farhat Mhenni, ou d'un Zitout, ou d'un Saïd Saadi, quelque chose comme ça. Il y a une génération qui est là et qui va venir, d'acteurs politiques qui n'ont pas peur de parler les uns les autres, de s'afficher avec tout le monde, tant qu'il s'agit de politique et de faire de la politique. Tant que nous avons peur de nous-mêmes, de nos différents visages, de nos différences, qui se présentent sur des différents visages. Ouais. Parce qu'il y en a qui parlent, par exemple, d'un état de droit et qui refusent son statut de droit à Ali Belhadj, ou à Farhat Mhenni, ou à quelqu'un d'autre. Donc, à un certain moment, tant que les procédés de diabolisation existent encore à l'intérieur de ce mouvement prendra un peu plus de temps. Mais je pense qu'il se transformera en révolution lorsque le politique prendra le dessus sur tout. À mon avis, je crois que moi je ne mettrai pas sur le même plan Ali Belhadj par exemple et Farhat Mhenni. Ça veut pas dire... Attends. C'est dire que Ali Belhadj, disons, reste dans, entre guillemets, la nation telle qu'elle est. Farhat Mhenni demande plus encore, lutte pour l'indépendance. Mais on a qui lutte pour l'indépendance. Karim voulait dire, il a pris des c'est un débat très profond. Oui, justement, on ne va pas avoir lieu entre Ali Belhadj et Farhat Mhenni. Justement, non, il est dans l'indépendance. Moi, je pense que tous les débats doivent avoir lieu. Oui, absolument. Je suis d'accord avec toi aussi. Tous les débats doivent avoir lieu. Moi, je n'ai pas du tout d'interdit là-dessus. Si cela se pose de façon intellectuellement. La question se pose, la question du fédéralisme, toutes les questions se posent. Il faut en parler, il faut en débattre. Mais aujourd'hui, si, par exemple, moi je connais relativement bien Wasmo Farhat Mhenni, mais c'est à lui aujourd'hui de revenir vers la nation. S'il ne veut pas revenir à la nation, s'il veut l'indépendance. D'accord, mais comment discuter avec lui? Je crois qu'il faut laisser les Kabyles en décider. Oui, mais peut-être. Est-ce que ça concerne, la question aussi se pose, est-ce que ça concerne la nation dans sa globalité ou ça concerne simplement une région? C'est très intéressant, mais je suis obligé, donc... Juste un mot pour terminer. Mais un mot. Monsieur, il y a qu'à moi, vous dites un mot. Les autres, là, c'est 3 mots déjà. Alors, c'est 3 mots. Ce que je voulais dire, et je l'ai évoqué avec vous tout à l'heure, c'est que la révolution dont parle Brahim, qui s'est reconverti au Hirak, mais il est vite revenu à la révolution, et que Karim dit la révolution, c'est maintenant. Et on l'a évoqué tout à l'heure, cette révolution, elle se fait par rupture. Attention, la révolution, c'est par rupture. C'est ni par un consensus mou, ni par des compromis, et encore moins par des dépassements. Tu as évoqué la question en filigrane en disant c'est un problème de généralité, et Ibrahim a rebondi sur Ali Belhadj, Farhat Mhenni, quoique, d'accord, mais il faudrait prendre ça en considération, que si la révolution doit prendre corps, elle se fera par rupture. Et des exemples de notre propre histoire, rien que le CRUA, qui a amené au FLN, c'est une rupture fondamentale. Ah oui. Voilà. Une rupture, mais aussi, comme nous avons dit tout à l'heure... Vous pouvez le dire. Par une maturation... Une accumulation d'expérience et une maturation. De processus antérieurs.
de grands processus. Beaucoup de gens pensent qu'en 54, c'est né comme ça, c'est une génération spontanée. Ce n'était pas, Non, le cas. La génération spontanée, c'était la phrase favorite de mon père. Là. Ah, absolument. Mais c'est la suite d'un très long processus On est qui a d'accord. commencé peut-être du temps de l'Emen Abdelkader. Oui, évidemment. Hein. Mais alors, demain, mardi, des étudiants, vous pensez que le régime va encore verrouiller, et encore je suis gentil quand je dis verrouiller, hein. Pour moi, en une phrase, hein, le régime va verrouiller, le régime va embastiller, le régime va réprimer. Maintenant, est-ce que ce qui serait peut-être, ça aurait été intéressant, s'il y avait une coordination nationale des étudiants, dans certaines universités qui sont plus ou moins à même de faire des rassemblements, des sit-ins, des prises de parole, ils devraient soulager l'université d'Alger. Donc, je ne sais pas à quel niveau d'organisation ils sont. Et de ce côté-là, c'est comme quand on parlait politique, il y a des choses qu'on peut dire sur le plateau et d'autres pas. Il y a du domaine de l'infra-politique, on en parle assez souvent. Il y a du domaine de la métapolitique et il y a le domaine de la politique tel qu'on essaye d'analyser ici. Il y a des abcès qu'il faut crever aussi. Oui, mais arrivera le moment, il faut les crever. Maintenant, il faut cristalliser les forces. Oui, pour les étudiants, moi je dis, et d'ailleurs la fermeture qui va se faire à Alger, le régime va verrouiller, mais il y a un terme qui est très important de Deleuze, c'est la déterritorialisation. Déterritorialiser. Ce mouvement va se déterritorialiser. Le régime ne peut pas. Le Hirak n'est pas Alger-Centre. Le Hirak sort parfois à Alger-Centre. Mais si Alger-Centre... C'est tout simplement la capitale. Ouais. Dans tous les pays du monde, les grandes manifestations s'expriment dans la capitale. Mais contrairement à ce que dit Kamel Daoud, justement. Tout à fait. À Paris, les grandes manifestations se passent à Paris. Qui a la capitale à le pays. Absolument. Mais les révolutions se font dans les périphéries. Oui, vous allez voir. Évidemment. Elles se font dans tous les mouvements révolutionnaires sont des mouvements underground, des mouvements périphériques. Je suis d'accord. Et certainement, ça va. Donc pour les étudiants, l'Algérie est vaste et grande. Et ça commence déjà à bouger dans d'autres villes pour les étudiants. Ça, ce serait bien de faire un appel. Il est clair que le pouvoir va réprimer, ne va laisser personne sortir, sachant pertinemment que les familles ça manifestent avec leurs enfants, avec les étudiants, etc. Et que le nombre peut se multiplier. Et le pouvoir est... Et on l'a dit, pour moi, il est toujours dans le polémos. La répression, c'est vraiment la guerre. Tout simplement parce que ce pouvoir n'a pas de vision stratégique. Il n'a aucune vision stratégique. Il a une vision... Ouais. Il a une vision... D'autres seraient tentés de vous répondre, le Hirak non plus. Non, le Hirak, pardon, ça va nous mener loin. Je crois que le Hirak commence à avoir une vision stratégique. Ah bon? Parce que, oui, je pense qu'il commence à avoir une vision. Il a peut-être une vision de réaction. Non. D'ailleurs, le Hirak ne fait que réagir jusqu'à présent. Il ne prend pas l'initiative. Non, il a pris l'initiative. Je crois qu'il y a une vision stratégique qui commence à... Déjà l'expression de l'extérieur, aller vers les instances internationales. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est que le pouvoir est dans la philosophie de l'immédiateté. C'est la raison pour laquelle il réprime. C'est pas la raison pour laquelle il sort la matraque. Il joue la montre. Oui, il n'est que dans l'immédiateté. C'est réaliser, entre guillemets, le mot objectif a été utilisé, c'est réaliser certaines actes, aller vers certains actes qu'il a imposés au peuple. Alors, je me permets donc de vous dire, dernier tour de micro, mais c'est vraiment 1 minute chacun, parce que nous allons bientôt sortir du temps de l'émission. À quand de véritables débats sur le Hirak qui puissent enfin permettre l'émergence de vraies élites, vraiment représentatives du peuple, et qui ne soient pas seulement des leaders visibles. À votre avis, mais je sais que le sujet est très ardu, mais 1 minute chacun. Oui. Voilà. Je ne peux pas répondre. Moi, je pense qu'à travers l'expérience de 2 années de Hirak, certaines images ont émergé. Qu'est-ce qui les empêche de se voir, de se concerter, d'autant qu'elles sont plus ou moins admises à l'intérieur du Hirak, qu'elles ne sont pas rejetées. Il aurait été peut-être non pas faire une feuille de route, mais déjà s'entendre sur les objectifs, envisager la transition, qu'est-ce qu'on met dans la transition, être dans un modus operandi sérieux.
C'est-à-dire, c'est pas... on parlait tout à l'heure, et la psychanalyse, pas les psychanalystes, vous avez raison de dire que c'est un catharsis à ciel ouvert. L'exorciser les peurs, les angoisses, les frustrations, ça a été ça le Hirak. Comment passer à une phase de construction d'alternatives, ça c'est un gros débat. Et moi j'estime qu'il y a des images. Je vais vous dire une chose, on est obligé, je pense que, je l'ai souvent dit, un peuple, dans l'absolu des choses, est charrié par ses élites en temps normal. Mais dans ce temps, dans cette séquence révolutionnaire, il y aura du mal. Et c'est là où peut-être la peur des citoyens hirakis qui sont là, le fait que ça sonne, ça cristallise une direction, c'est pour eux sauter dans l'inconnu. C'est ça qui les angoisse encore aussi. Karim. Je pense que l'un des enjeux principaux du moment, c'est ça. C'est cette nouvelle élite. Et c'est ce qui fera que le mouvement se transformera, à mon avis, en véritable mouvement révolutionnaire. Par contre, l'élite, il y a une remarque. L'élite, ça n'est pas les gens les plus visibles. Ce qui fait que dans le Hirak, actuellement, il y a déjà des élites qui se sont formées. Il y a déjà des élites, des étudiants, il y a des élites, les syndicaux, par exemple, voilà, qui ont du charisme, les femmes, il y en a beaucoup en Algérie, il y en a beaucoup à l'étranger, il y en a beaucoup dans les villes, dans les petites, dans les petits villages, dans les petites villes éloignées, dans le nord, dans le sud. Je pense que l'enjeu majeur maintenant, c'est pour ça que tout à l'heure quand je parlais de compromis et de consensus, c'est une rupture. La rupture, elle se fera sur le fait qu'à un certain moment, on va revenir à la base du politique qui est la citoyenneté. Lorsqu'elle se fera, lorsque les débats vont se concentrer sur les valeurs de la citoyenneté, parce que ce qui rassemble un militant du RCD avec celui du FFS et celui d'un mouvement islamiste, par exemple, ça n'est pas l'idéologie, ça n'est pas fait pour se rencontrer. Par contre, la citoyenneté, oui. Si on la partage, on est sûr. Brahimi aussi, voilà, le mot de la fin. Juste sur les élites. Toute révolution produit ses élites. Et c'est là on a produit. L'élite, ce n'est pas dans le sens des meilleurs, en l'occurrence. C'est celle des avant-gardes. C'est celle, si vous voulez. Par exemple, vous prenez quelqu'un comme Brahim Lalami, c'est une élite. Absolument. 54, très bien dit, à mon avis. Oui, ouais. 54 a aussi fait surgir des élites que personne ne connaissait. Et on a vu. Et il les a fait sortir du rang. Oui, mais oui. Ouais. C'est le processus de maturation. Et ceux des 22. Ce qui est important, à mon avis, là-dessus, c'est que, le pouvoir illégitime a perdu son autorité. Donc il essaye de la rétablir. Il a perdu son emprise. Oui, mais non, son autorité. Non, son autorité. On lui obéit plus. Et là, il y a plus. Et là, c'est l'obéissance. Et cette obéissance qui découlait de la domination. Le peuple n'obéit plus. Il n'obéit plus. Il est dans parce que les donneurs d'ordre sont tout simplement illégitimes. Eh bien voilà, absolument. Et parce que et de défi. Parce qu'on sort et on est sorti avec cette révolution, on est sorti des dominations traditionnelles et on est sorti de la domination des dominations, c'est la domination charismatique selon Weber. Donc c'est fini ce type de domination, donc l'obéissance n'est plus opératoire et nous sommes déjà dans la désobéissance. Brahim Younsi, merci beaucoup. Idir Ounour, merci beaucoup. Karim Naïtou Slimane, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers amis qui nous avez fait confiance, qui avez suivi cette émission. Silmiya, Khawa, Hatta Djil Hurriya. Qawla khair b'salam.